Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Voilà, ce soir, je suis avec Varam. Salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. Et avec Colin. Salut Colin. Salut Mirko, bonjour à tous. Voilà, je suis très content de vous retrouver après une semaine de vacances pour ma part très dépaysante. Ça explique un petit peu le décalage d'enregistrement de cet épisode. Donc voilà, je reviens tout revigoré pour vous animer un nouvel épisode, le 8e de cette 3e saison. Alors, au menu de cet épisode, on va débriefer le match de la 7e journée qui nous a opposé donc au FC Ville. C'est le FC Ville qui se déplaçait à la Maladière. Ensuite, on n'aura pas un coin SFL, mais on aura un coin football ce soir. Je ne dis pas plus, je tease un petit peu. On en parlera dans la suite de l'épisode. Et puis, ensuite, on fera le briefing de notre prochain match. Ça sera place à la Coupe de Suisse le week-end prochain et les Neuchâtelois se déplaceront en terre zurichoise. Donc, on vous briefera ce match à la fin de cet épisode. Voilà, messieurs, l'introduction est faite. On peut directement passer au premier plat. Alors, ce dimanche 12 septembre sera à marquer d'une pierre blanche, une croix blanche. Je ne sais plus exactement comment on dit l'expression, mais c'est pas grave, puisque après 1208 longs jours d'attente, l'attente est enfin arrivée au bout. Neuchâtel Xamax a gagné un match contre le FC Ville. Alors, voilà, on s'excuse un peu parce que voilà, c'était une de nos blagues récurrentes préférées, le compteur de victoire, de non-victoire contre le FC Ville, mais nos Xamaxiens ont eu la bonne idée quand même, hein, puisqu'on est quand même des supporters de Xamax, donc on va dire que c'était une bonne idée de s'imposer ce vendredi 12 septembre contre nos adversaires saint-gallois en mettant fin à cette série-là. Et c'est une bonne chose de fait parce que, on avait quand même un petit peu marre de répéter à chaque fois et de voir ce chiffre constamment grandir sans jamais s'arrêter. Donc une victoire 3-1 contre, le FC Ville et puis, on va commencer comme d'habitude par, les réactions de nos auditeurs. Ben, Grégoire, il a exactement le même état d'esprit que moi. Enfin que Xamax a battu Ville. P9 qui nous dit: «Ça fait plaisir, il faut maintenant réussir à enchaîner les victoires». Luigi qui nous dit: «3 points, un peu dans la douleur et à 11 contre 10, mais on les a enfin battus». Alain, lui, nous dit: «Mieux vaut gagner en jouant mal que perdre en jouant bien». David qui nous dit: «Sans le rouge, encore une prestation déplorable, j'imagine». On va débloquer tout ça. Et puis, on a Julien qui nous dit: «Plus la flamme, tant que Jean-François Collet sera là, j'aurai du mal». Voilà, on consacrera peut-être aussi une petite partie en fin d'épisode à ton commentaire, Julien, pour donner un peu notre vision aussi de tout ça. Voilà, donc j'imagine, messieurs, le sentiment général à la fin de ce match. On le craignait un peu, hein, ce match contre Ville, un adversaire qui nous réussissait peu. À la fin, quand même, un certain soulagement avec cette victoire de Neuchâtel Xamax, Colin. Oui, tout à fait, un un soulagement, effectivement, ça nous libère, de Ville qu'on n'avait plus battu depuis, comme tu l'as dit, 1200 jours. Heu, c'est un match qu'on attendait beaucoup pour les gens qui allaient au stade et puis, pour voir si Xamax allait enfin un peu rompre cette malédiction. On l'a fait à 11 contre 10. C'était un peu laborieux, mais on a fini par une victoire 3-1. Et ça nous remet, dans de bons rails. On continue sur une petite lancée là en Super League après ça nous remet sur de bons rails après la défaite face à Yverdon. Donc, voilà, on repasse 4e au championnat. Ouais, Varam, pour toi, ben voilà, sentiment du devoir accompli, mais on s'enflamme pas trop après un match comme celui-là. Non, clairement, parce que déjà, bon, bah, c'est un adversaire qui, historiquement, ne nous réussit pas trop. Et puis, c'est vrai que sur la manière, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense effectivement que le carton rouge nous a énormément aidé parce qu'en première mi-temps, on a eu énormément de peine à développer du jeu.
et que Ville a ouvert le score, on va dire, sur une action un peu fortuite, et que depuis le début de la saison, on a beaucoup de peine quand même à développer du jeu face à des blocs bas, face à des équipes qui nous laissent l'initiative, et que même si en deuxième mi-temps, on a réussi à passer l'épaule, il y a encore énormément de travail à faire. Et surtout, je pense qu'il faut maintenant qu'on se décide à vraiment jouer au foot parce qu'on a quand même des joueurs de qualité et puis que quand on se met un peu un pied aux fesses et puis qu'on décide à jouer, bah, on voit des choses assez intéressantes, mais il faut vraiment maintenant qu'on puisse avoir un déclic mental parce que on peut pas systématiquement céder la balle aux autres et attendre que les autres fassent le jeu et puis jouer en transition rapide. Alors on peut le faire sur certaines séquences ou contre certains adversaires, mais très souvent, en Challenge League, vous allez tomber contre des équipes qui vous laissent la balle et il va falloir faire le jeu. Et dès qu'on doit faire le jeu, je trouve qu'on est quand même passablement emprunté. Oui, alors le match, après un début, round d'observation, mais dans le mauvais sens du terme, où les 2 équipes ne montraient pas, grand-chose, on a pu craindre que, d'entrée, le match, prenne une tournure, on va dire pas très bonne pour nous, avec tu l'as dit avant, hein, Varane, un penalty quand même un peu bêtement concédé. On va pas se cacher, sur cette action, hein. Bah, Varane. effectivement, c'est une faute un peu bête, mais en même temps, c'est une faute, on va dire, assez classique dans le foot moderne. C'est au fait un corner, une tête, et puis Fontana qui est pas très très bien placé, qui a les deux mains décollées du corps, et puis là, ben, la balle va clairement sur la main. Penalty, donc c'est le capitaine Endo qui va sur le point de penalty. Il choisit un côté, Omer Agic part du bon côté. Malheureusement, il peut juste toucher la balle rentre. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là du match, bah, en fait, notre plan A ben, tombe à l'eau, puisque ben, il y avait ce round un peu d'observation, cette stratégie un peu frileuse, et puis ben, inévitablement, déjà, Ville, historiquement, c'est pas une équipe qui produit du jeu, c'est plus une équipe qui joue je le dis pas de manière insultante, hein, mais moi, Ville m'a toujours fait penser à ces équipes suisses-allemandes années 70-80, où finalement on joue très compact, un peu frileux, souvent joué avec des longues balles. Et puis bah, forcément, contre une équipe comme ça, quand vous êtes mené au score, bah, ça devient dangereux parce qu'au fait, c'est un scénario qui leur convient parfaitement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là du match, on revoit quand même les fantômes du passé. Ouais. Et puis, voilà, un premier de semi-tournant, on va dire, c'est à la 15e minute où, Kaiba prend un 1 carton jaune, hein, sur une faute sur Fabio Saiz, une action qui est totalement, anodine à ce moment-là, voilà, un joueur qui prend un carton jaune. Mais, ça sera tout sauf anodin puisque, voilà, un peu plus de 20 minutes plus tard, entre 2, il y a vraiment rien à se mettre sous la dent, hein, vraiment. Et ben, autour de la c'est la 38e, non, c'est la 39e minute de jeu, en fait, sur une relance, on va dire, plus ou moins hasardeuse de la défense de Ville. Kaiba se retrouve il fait un mauvais contrôle, en fait, et il laisse partir, heu, le joueur qui est Caraco à ce moment-là. Et puis, deuxième carton jaune. Alors, Collin, ce deuxième carton jaune, il est indiscutable. Et puis, Oui, c'est déjà un premier tournant, dans le match. Ça, je dis un c'est premier ça. tournant parce que ça donne un avantage, mais encore fallait-il que les joueurs arrivent à capitaliser sur cet avantage. Mais on va dire que, Ville nous rend déjà un 1er bon service sur cette action. Parce que ce carton jaune, ils l'ont vraiment, provoqué bêtement, hein. C'est ça, ils l'ont provoqué bêtement. C'est une remise, c'est une remise en jeu mal faite du milieu de terrain dont tu as cité le nom, hein, j'ai plus son nom, c'est, Kaiba et qui se fait intercepter par Karako et Karako, je pense, c'est à peu près le dernier homme, peut-être qu'il y a un défenseur derrière, mais il décide donc de faire une faute un peu d'anti-jeu et puis de l'agripper, puis de le faire tomber, donc carton jaune tout à fait, mérité et donc rouge et expulsion de Kaiba, donc Ville est réduit à 10. Effectivement, ça va déjà bien nous avantager en cette fin de deuxième mi-temps, en cette fin de première mi-temps. On le voit avec cette action du premier but de Xamax qui a été annulé.
pour une faute de main, je crois, d'Abedini, où on voit clairement que la balle, il y a une sorte d'action un peu bizarre où les joueurs se montent un peu dessus et ça finit par la balle qui rentre quand même dans les cages, mais dans les mains du gardien. Et l'arbitre décide d'annuler le goal, ce qui est un peu une décision un peu, hein, ce qu'on comprend pas trop au stade, mais ce qui paraît un peu plus logique maintenant après analyse. Ouais, en Mais revoyant déjà là, les images, ça Xamax, paraît plus quoi. Moi, bah, comme vous le savez, j'étais pas. Toi, Varam, tu as vu à la télé ce match ou tu étais au stade? Eh bien, j'étais devant ma télé. Et bah, du coup, c'est assez intéressant parce que comment le commentateur de Blue a justifié cette action, tu t'en souviens? Ben, moi, de ce que je me rappelle, il était assez étonné. Dans un premier lieu, c'est vrai qu'il longtemps il n'a pas compris. Il a aussi dit mais voilà, la balle a franchi la ligne. Je comprends pas. Normalement il y a but. Enfin voilà, voilà, il me semble que c'est comme ça qu'il a un peu réagi sur le coup, si je me rappelle bien, parce que ça commence à faire quelques jours. Et puis voilà. Puis après bah en fait bah voilà, je crois que c'est une faute d'Abedini, apparemment une faute de main. Mais comme ça je serais pas voilà. je dirais qu'il la touche de l'épaule, mais c'est un peu incompréhensible. Et puis, il y a les joueurs de ville qui vont directement vers l'arbitre pour Bah, faire la pression. Et puis, au début, je pense qu'ils essaient de faire comprendre à l'arbitre que la balle n'a pas passé la ligne, parce qu'on voit clairement la caméra. Mais au final, l'arbitre décide d'annuler le but. Je pense que lui-même n'a pas trop compris l'action et a décidé, peut-être sous la pression des joueurs, d'annuler le but. Voilà. Je sais ouais, pas, alors, mais bah, c'est une action un peu cafouillage, hein, avec cette oui, excellente remise de la tête de Bergma et ensuite Abedini, il fait 3 actions de jeu. La première c'est fois, il ça. frappe un coup de tête, à mon avis, rien à reprocher sur ce coup de tête-là. Là, le ballon est intercepté par un joueur de ville, alors ça va même au ralenti, ça va vite, mais on peut déjà peut-être se dire que le joueur de ville renvoie le ballon, lui-même du bras, mais il en est rien apparemment. Ensuite, Abedini, après sa tête, il est au sol et il voit que le ballon lui revient dessus, il se jette dessus, mais il le prend un peu, à mi-chemin entre le haut du torse et puis l'épaule, donc c'est très litigieux. C'est peut-être que l'arbitre, il a sanctionné ça. Et ensuite, nouvelle interception, et là, Abedini, il se jette pour repousser avec son corps le ballon derrière la ligne, ce qu'il fait, hein, et puis le Mmh. gardien s'en saisit derrière la ligne. Mais donc, soit il sanctionne cette partie d'épaule, ou alors il considère que quand il est sur le ballon, comme ça, ben, il recouvre le ballon, et c'est, comme tout le monde le sait, c'est interdit de recouvrir le ballon tant que celui-ci est en jeu, avec son corps en entier. Donc, c'est peut-être ça qui sanctionne. Donc, voilà, ça s'il y a des arbitres parmi nos auditeurs, ils peuvent volontiers après nous envoyer un message pour nous expliquer ça. J'aimerais bien avoir le point de vue effectivement d'un arbitre sur cette décision, non pas pour dire si elle est bonne ou si elle est mauvaise, mais tout simplement, qu'est-ce que l'arbitre a sanctionné? Parce que, bah, le le site de la SFL est pas plus clair que ça, il signale, juste, faute d'Eris Abedini. Donc tir bloqué à 2 reprises à bout portant, puis, faute. Donc, heu, voilà. Alors, on pense que c'est ça parce qu'il y a pas de faute directement sur un joueur de ville à mon avis, donc c'est juste ça que l'arbitre a sanctionné. 0-1 à la mi-temps, en faveur de Ville, et puis, voilà, à la mi-temps, donc Anthony Breza décide de changer un homme. Il remplace Jonathan Fontana par Michael Facchinetti. Alors Jonathan Fontana, on a beaucoup loué à raison, hein, son début de championnat, mais là, il a été clairement dans le dur, hein, sur cette première mi-temps, Varane. Oui, effectivement, jusqu'ici, il avait fait que des masterclass. Ça avait été de très loin, je pense, le meilleur joueur de Xamax jusqu'à maintenant. Et puis voilà, ben, c'est au fait un soir sans, ça peut arriver. Voilà, donc effectivement, il a provoqué le penalty. Il a été beaucoup moins tranchant dans ses actions en fait, offensives, dans ses montées. Derrière, il avait un peu de peine, il était emprunté. Et je dirais que le changement à la mi-temps est plus que logique, d'autant plus que j'ai beaucoup aimé l'entrée de Facchinetti. Je trouve qu'il a vraiment fait une excellente rentrée. Et puis cette deuxième mi-temps, elle a aussi sonné le réveil d'un homme côté Xamaxien. Alors peut-être qu'il avait été un peu vexé au match précédent d'avoir été laissé sur le banc, peut-être qu'il s'en voulait un petit peu aussi d'avoir raté une énorme occasion qui aurait été synonyme d'égalisation, lors du match à Yverdon. C'est notre goléador, Shelkim Demassay. C'est lui qui sonne la révolte,
Bah, assez vite, j'ai envie de dire. Heureusement, Neuchâtel Xamax ne met pas trop de temps à revenir au score, dans ce match à la 52e. Alors on va, sur cette action, Varam, on peut saluer le travail, préparateur de Noah Streit, mais surtout la feinte de corps, de grande classe de Demassai et la finition pleine de sang-froid. Oui, alors franchement, c'est un geste de grande, grande classe, c'est un geste de grand attaquant. Clairement, ça a été le geste de la soirée. En première mi-temps, on a eu énormément de peine à changer de rythme, à bousculer Toon, à casser les lignes. Et puis, on va dire que le salut pouvait ne passer que par au fait un exploit individuel. Et il est venu de notre buteur, encore une fois. Et puis vraiment un enchaînement exceptionnel. Voilà, c'est un but fabuleux. Euh, Vraiment fluidité, intelligence, précision. Je pense que sans être chauvin, on peut dire que c'est clairement le meilleur attaquant de cette ligue. Voilà, il est somptueux et ce but est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment un enchaînement de grande, grande classe. Je pense que si Haaland marque un but comme ça, je pense que ça fait le tour, ça fait le tour du monde, quoi. C'est un geste d'attaquant, c'est pur, c'est réfléchi, c'est fluide, c'est parfait. Enfin, ce que je veux dire, la feinte, la frappe, l'enchaînement, c'est de la poésie. Et dans un match qui était, comment dire, assez morose. Et là, d'un coup, ben voilà, il y a eu une étoile dans le ciel qui s'est mise à briller. Et c'était ce but qui est vraiment exceptionnel pour ceux qui l'ont pas vu. Allez le voir, c'est du grand, grand art, quoi. Très clairement et même avant la feinte de corps, moi j'ai bien aimé les petits pas, en fait. Les petits pas sur Oui, place qu'il fait pour éviter de se mettre hors jeu, parce qu'il part Placement des vraiment. 2 défenseurs C'est aussi. ça, place montée de défenseur. Les petits pas, il reçoit le ballon dos au but et il se le Il met se à lui-même, retourne. il se retourne en talonnade. Alors après, si on veut être un tout petit peu perfectionniste, il profite quand même, à mon avis, du placement, un peu trop sur sa gauche, donc un peu trop à droite de Mouslia, le gardien de ville. Il laisse quand même beaucoup d'espace, mais elle n'était pas facile à croiser, hein, cette frappe comme ça du coup du pied. Il y avait toutes les chances de trop la croiser, puis de la faire passer trop sur le côté gauche. Donc voilà, mais on a l'habitude maintenant, ça fait une saison pleine, plus quelques matchs que, il en marque plus souvent qu'il n'en rate des occasions comme ça, Demba. Ça, c'est vraiment un attaquant qui a énormément de sang-froid et puis, il est capable de frapper dans des très, très petits espaces. Donc voilà, un très beau but et puis Heu oui, Ce que je peux juste souligner, c'est Demachaï depuis le début de saison, quand il est là dans ces matchs, on voit vraiment la différence de Xamax et c'est quand même lui qui met le plus de buts et qui nous permet quand même de nous en sortir des fois de matchs un peu bourbiers, bah, comme ici face à Ville ou, le match en Coupe de Suisse où il met un doublé en toute fin de match. Et là, le geste est vraiment parfait. Comme j'ai dit, le retourné est vraiment parfait et je tenais juste à souligner, encore quelque chose parce que c'est Streit qui fait la passe. Le Streit qu'on a vu en deuxième mi-temps, c'était la première fois que je voyais un joueur aussi impactant sur le côté. Il a vraiment eu, vis-à-vis du défenseur qui était face à lui, il arrivait toujours à faire la différence. C'était assez impressionnant. Pendant toute la deuxième mi-temps jusqu'à qu'il sorte pour, Malik Deme, vraiment gros, gros match, grosse deuxième mi-temps, de Streit. oui. Ensuite, on va souligner une magnifique frappe de Caraco, à la 64e minute, une frappe qui est bien détournée de la tête par un défenseur de ville, sur sa ligne. Alors, je ne sais pas vous, quand vous étiez au stade, messieurs, ou derrière votre télé en direct, mais moi, en ayant vu les images, je me suis dit: «Mais purée, mais qu'est-ce qu'il est mal placé l'arbitre?» Ça vous a fait aussi un peu ça sur cette action? Non, alors effectivement, maintenant que tu le dis, j'avais pas remarqué avant, mais c'est vrai que l'arbitre est fait un peu écran, on va dire. Ah totalement! En fait, la balle arrive sur l'arbitre. Alors bon, l'arbitre, il fait bien son job à ce moment-là, mais il recule et en fait, il recule presque, sur Caraco, en fait. Mmh. Donc Caraco, au moment où il a sa course, eh ben, il doit attendre un peu avant de frapper. Alors peut-être que, l'angle s'ouvre plus quand il reçoit le ballon comme ça, mais on a l'impression que potentiellement il aurait pu la reprendre direct, mais s'il frappe, au milieu, il y a une forêt de joueurs pour la reprendre, tandis que là, il enroule bien
du pied gauche et voilà, sans l'intervention du défenseur, c'est 2-1 parce qu'à mon avis, Mouslia est trop court. T'as eu aussi un peu cette impression, Varane, sur le direct à la télé, ou bien que l'arbitre, il avait pas trop assuré son placement, là? Alors écoute, je me rappelle très bien de l'action parce que je prends des notes maintenant quand je regarde le match parce que je commence à devenir Ça bosse vieux sérieux ici. et j'ai des blancs. Donc je me rappelle vraiment de l'action. Par contre, le placement de l'arbitre, pour être honnête, je ne m'en souviens pas. Mais par contre, l'action, je vois très bien laquelle c'est, oui. Ah, OK. Donc voilà, l'arbitre, j'arrive plus trop à le placer. Mais C'est le mec l'action en était jaune, très hein, belle, si hein, jamais. donc c'est Stride qui déborde, remise très intelligente de Size et puis Caraco qui envoie une jolie pastèque, mais malheureusement déviée par la défense villoise. Tout à fait. Mais alors après, du coup, on le sait pas encore à ce moment-là, mais ce n'est que partie remise et Xamax va prendre, l'avantage pour la première fois du match à la, 68e minute. Alors avant de parler de la finition à nouveau impeccable de Demassai sur ce but, on va parler, du petit miracle quand même de Mouslia, hein, sur l'action, avec un premier arrêt sur, Ben Seguir qui avait tout le poids d'un but et là, on peut saluer vraiment le réflexe du gardien de Ville, au début de cette action, Colin. Oui, vraiment, il a vraiment su bien intercepter la balle sur la frappe de Ben Seguir. Ben Seguir qui a un tout petit peu tardé à faire sa frappe, peut-être pour essayer de faire une feinte, mais ça passe pas. Mais super frappe et super arrêt derrière de Mouslia. Ben Seguir qui récupère la balle et qui ensuite fait un peu une passe dans la surface qui est laissée par 2 joueurs de Xamax et qui derrière est récupérée par Demachai qui de nouveau est superbe avec une superbe frappe en une touche quoi. Et là, le gardien de Ville peut rien faire parce elle est vraiment mise à l'endroit parfait pour que le gardien, à beau plonger, elle lui échappe des gants. Ouais. Donc voilà. Varane, sur cette action, on commence à connaître des Maasai. Il la met exactement où il veut la mettre. Elle va là où exactement il veut la mettre. Il y a aucun hasard sur cette frappe. Non, clairement, mais c'est de le voir jouer, c'est vraiment un régal. Il est chirurgical, il est diabolique. Enfin, il est franchement, ça faisait tellement, on le répète chaque fois, mais ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu un attaquant de cette trempe-là. Et voilà, il reçoit le centre, il sait exactement où est le gardien, il sait exactement où il est placé, il sait exactement où il doit la mettre, à quelle puissance. Le geste est parfait, la coordination est parfaite. C'est pas une frappe surpuissante, elle est juste placée où il faut. C'est un régal, c'est un modèle du genre. Mais moi, je pense que ce qui fait vraiment la différence avec ce joueur, c'est que je pense qu'il est d'une intelligence supérieure parce qu'il voit les choses à l'avance. Et moi, je pense qu'il a, dans sa vision périphérique, je pense qu'il voit les choses rapidement. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la grosse différence par rapport aux autres attaquants. C'est qu'il y a beaucoup d'attaquants, ils reçoivent la balle, ils n'ont pas encore analysé, alors que lui, il n'a même pas reçu la balle, qu'il a déjà tout analysé. Et c'est souvent ce qui fait la grande différence entre un bon attaquant ou un attaquant moyen avec un très grand attaquant. Et ce qui me fait dire qu'il n'a pas réussi à au fait un niveau supérieur, je pense à un problème de tête, parce que là, ce qu'il nous montre clairement, c'est qu'il a tous les atouts. Pour moi, quand je le vois jouer, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait encore en Challenge League? Parce que il est vraiment d'un niveau clairement supérieur. Et franchement, c'est un attaquant vraiment racé. Il n'y a plus beaucoup d'attaquants comme ça encore, mais lui, il est là. Et en plus, il est moderne parce qu'il sait absolument tout faire. Et franchement, ça a été encore une fois un but parce qu'on croit que c'est un but facile. Mais là, l'attaquant moyen, il envoie la balle 50 mètres au-dessus. Clairement, C'est parce qu'il ça. se met trop avec le corps en arrière. Mais lui, il est chirurgical, il est diabolique et c'est chaque fois précis. C'est le petit filet, c'est inarrêtable. Vraiment, chaque fois, c'est vraiment une sentence et c'est un régal pour C'est nous. c'est la différence entre un bon et un mauvais attaquant, hein. Le bon attaquant, il voit le gardien qui bouge et il tire. Et puis, le mauvais attaquant, il voit le gardien qui bouge et il tire. Il tire. Mais c'est un mauvais attaquant. Et le bon attaquant, ben, il voit le gardien qui bouge, il tire, mais c'est un bon attaquant. Voilà, Exactement. c'est la différence, hein.
Les plus anciens auront compris la petite référence. Peut-être que les plus jeunes comme Colin ne l'ont pas eu, mais Si, 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 je l'ai, quand je l'ai, même. je l'ai quand même, quand même. Et là, je voilà, l'action était trop belle pour ne pas faire un magnifique hommage, à ces humoristes que sont les inconnus. Mais quand même, il y a de ça, hein, il voit le gardien qui bouge et il tire. L'exécution est parfaite. Donc voilà. Le mode attaquant aussi, il tire, mais l'exécution est pas parfaite. Donc voilà. Voilà. Faut dire aux gens, hein, parce que sinon ils voient pas la Oui, oui. différence. Du coup, 2-1 à ce moment-là. Bon, le feeling est déjà nettement meilleur à ce moment-là. On a quand même l'impression qu'il faudrait une grosse défaillance de Xamax dont on n'est jamais à l'abri, avec un petit réveil de Ville en infériorité numérique. Alors, Ville a poussé un petit peu, hein, dans les dernières minutes, mais ça restait relativement timide. Pas de quoi déstabiliser totalement la défense xamaxienne. Et puis, le but de la délivrance arrive sur une des dernières actions du match, peut-être même la dernière action. Alors, tu as salué l'excellent travail de Michael Facchinetti en deuxième mi-temps, Varane. Ce but, il porte, on va dire, un bon pourcentage sa patte avec un caviar qu'un renard des surfaces comme Coroconi ne peut pas manquer. Oui, bah clairement, bah là on voit Ville de manière assez velléitaire qui est monté aux avant-postes pour un dernier barou d'honneur. Et puis bah voilà, donc il prend la balle, il la pousse, bah, il arrive seul. Et là, de manière très 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 intelligente, il lève la tête, centre classique, on va dire que c'est le but PES pour ceux qui ont joué qui ont joué à ce jeu. Et puis voilà, bah Coro, on sait que c'est d'un vieux briscard, toujours bien placé. Puis là, bah, il arrive en pleine course, petit plat du pied, qui nous met ses 3 points au chaud et qui clôt définitivement les débats. Oui, effectivement. Alors bon, même si Xamax n'a pas été flamboyant, surtout en première mi-temps, eh bien, ils ont quand même profité de cet avantage. Il y a eu un réveil, il y a eu une réaction en deuxième mi-temps et la victoire, Colin, elle est au final plus que logique. Oui, elle est totalement plus que logique. On a quand même vu, 2 équipes à différents niveaux et puis, bah, c'est quand même Xamax qui a dominé un peu dans tout le jeu avec la possession et la balle et c'est Xamax qui a créé le plus d'occasions, parmi les 2 équipes. Donc c'est logique qu'à la fin, Xamax s'impose 3-1. Il y a eu un petit sursaut d'orgueil, justement, comme tu l'as dit, sur la fin de match avec Ville qui a tenté de pousser. Mais justement, ça s'est peut-être un peu retourné contre eux et ça permet cette action splendide de Facchinetti qui passe 3 joueurs et qui après la donne à Koné alors qu'il aurait pu frapper lui-même. Mais non, effectivement, on a vraiment vu que quand même Xamax était quand même super sur ce match. Ouais, d'ailleurs, Koro Koné s'est pas trompé, hein, au moment où il marque, il vient tout de suite saluer Michael Facchinetti. Enfin, voilà. Il a marqué, je pense, des buts beaucoup plus difficiles que ça dans sa carrière. Koné, il avait tout à fait conscience que le gros, gros, gros du job avait été fait par son coéquipier. Et ben voilà, des Maasai doublés. Koné qui soigne aussi ses statistiques en marquant déjà, sauf erreur, son troisième but, hein, lui, de la saison. C'est toujours bon à prendre, hein, pour le moral quand nos 2 attaquants principaux marquent des buts Mhm. dans une victoire. Donc voilà. Voilà pour ce match contre Ville. La malédiction est rompue et puis peut-être un dernier mot quand même sur l'adversaire, Varane, tu en as déjà dit un petit peu avant, mais visiblement le FC Ville est l'une des équipes, pour pas dire l'équipe qui t'a le moins impressionné, de nos adversaires jusqu'à maintenant. Oui, clairement, clairement. Bon, déjà, Ville, comme je l'ai dit, c'est jamais une équipe qui a produit un jeu, on va dire champagne, mais là, vraiment, j'ai trouvé que par rapport aux autres années, ils ont rendu une copie encore moins, on va dire, flamboyante, si je peux utiliser ce terme. Mais j'ai vraiment trouvé que Ville était vraiment venu avec l'idée de mettre uniquement le bus, de vraiment de spéculer sur des coups de poker, mais c'est vraiment une équipe qui a carrément refusé de jouer au foot et que bah, quelque part bah, ils ont été un peu punis parce que quand on spécule trop, ben finalement on se fait punir et c'est vrai que ce carton rouge a clairement changé la dynamique du match.
Mais si par exemple je compare avec Nyon, qui est aussi une équipe qui a des moyens limités, j'ai trouvé que Nyon était beaucoup plus courageux et que malgré le fait que Nyon, par exemple, ait un effectif, on va dire, limité, ils ont quand même essayé de proposer quelque chose. Alors que là, sincèrement, c'était le néant total parce que, hormis le but qui marque, où c'est clairement un épisode fortuit, j'ai noté une autre action qui devait se trouver juste après le but de l'égalisation. À la 53e, une percée de Sao. Mais sinon, ils n'ont rien produit comme action dangereuse. Et j'ai vraiment trouvé que dans le jeu, c'était vraiment d'une pauvreté affligeante. Et quand on aime le foot, voir une équipe qui produit autant peu, c'est assez désolant, quoi. Oui, effectivement. Alors, contrairement à ce que disait Queen, c'était pas «We will rock you», hein, vendredi soir à la Mm. Maladière pour les Saint-Gallois. Voilà, ça sera la conclusion de ce débriefing. On peut passer à la rubrique suivante. Pour la rubrique suivante, on innove un petit peu. Alors, Osvaldo nous avait fait part de quelques suggestions pour le coin SFL et puis malheureusement, pour nous et pour vous, il a dû s'absenter ce soir pour cet enregistrement, donc on voulait pas lui voler, son contenu si vous me passez l'expression. Donc on décalera peut-être à la semaine prochaine ou à la semaine d'après, le contenu qu'il voulait aborder. Du coup, on a développé un peu le coin football, on élargit. On a eu le coin SFL, ensuite on a eu le coin ASF et là, on voulait pas forcément le nommer à chaque fois, mais on voulait parler du coin football puisqu'on va commencer aujourd'hui un petit tour, des grands championnats, européens en vous parlant de notre pronostic sur qui va être champion dans chacun de ces championnats et puis, honneur à ce que beaucoup considèrent comme le meilleur championnat au monde actuellement, à savoir la Première Ligue anglaise. Donc on vous a lancé un petit sondage un peu à l'arrache, vous l'avez vu aujourd'hui en story sur Instagram et puis, vous êtes malgré le fait qu'on l'ait publié seulement 2-3 heures avant le début de l'enregistrement, vous êtes déjà quand même un certain nombre à avoir joué le jeu. On va s'y prêter aussi avec, les animateurs présents ce soir. Alors, donc il y a peut-être même, comme c'est du direct aussi, quelque part, il y a encore des gens qui ont voté. Oui, c'est le cas. Donc, alors on va déjà citer peut-être une première équipe qui a été, amenée par Potchef, on le salue. Il évoque, Sunderland. Bon, il met un smiley qui est un petit peu, fou, donc peut-être qu'il n'était pas sérieux. Alors, messieurs, est-ce que pour vous, Sunderland est un candidat au titre? On va commencer par toi, Colin. Non, ça m'étonnerait vraiment que Sunderland soit un candidat au titre, à moins qu'on soit en 2016 et que Sunderland soit Leicester, soit le retour de Leicester. Mais non, non, Sunderland va plutôt essayer de se battre contre la relégation. Donc pour moi, ça va être très compliqué pour Sunderland d'aller chercher un titre. Alors certes, c'est une équipe qui s'est beaucoup renforcée avec leur montée en première ligue et notamment l'arrivée de Granit Xhaka qui fait son retour dans le championnat anglais. Mais non, non, ça va être assez compliqué pour Sunderland, je pense, de viser le titre. Peut-être essayer de viser l'Europe, mais ça me paraît aussi très compliqué vu les forces en présence. Sunderland, eux, ils sont venus là pour se maintenir après tellement d'années de galère à monter, à essayer de remonter en PL. L'objectif principal du fils Dreyfus, c'est de maintenir ce club en première ligue. Et ça peut clairement être réalisable, même si sur les 2 dernières années, les trois qui ont été promus sont toujours descendus. Peut-être qu'ils vont un peu briser cette malédiction cette année, Sunderland. Donc voilà, on espère que Sunderland va se maintenir. Non, effectivement. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est qu'au fait, il y a pas mal d'anciens de la tribune qui ont des connaissances à Sunderland et ils sont allés voir plusieurs matchs au fait là-bas. Donc, je sais que par chez nous, il y a pas mal de supporters de ce club. Pour revenir maintenant sur Sunderland, sur leur saison, non, je pense pas qu'ils vont jouer le titre parce que la concurrence est archi relevée.
Par contre, je crois que c'est la première fois qu'un promu dépense autant au mercato d'été. Donc ça montre clairement les ambitions du propriétaire, donc qui n'est d'autre que le fils de l'ancien propriétaire de l'OM. Donc c'est le fils Dreyfus, qui avait notamment, ils étaient propriétaires, enfin, ni plus ni moins de Adidas, je crois. Donc ils ont pas mal de moyens. Ils ont fait un mercato hyper ambitieux pour un néo-promu, donc ils vont clairement jouer, je pense, le milieu de tableau. Je pense, on va dire un sauvetage tout en douceur, parce qu'ils ont quand même fait un mercato hyper intéressant. Ils ont pris notamment Habib Diarra de Strasbourg, qui est un excellent joueur, en tout cas prometteur. Ils ont pris Simon Adingra aussi, qui est un joueur hyper intéressant. Ils ont pris Xhaka pour avoir un élément d'expérience. Ils ont le petit aussi qu'ils ont pris de l'Union Saint-Gilloise, Sadiki, je crois, qui est un joueur très prometteur Ouais, aussi. Enfin voilà, milieu défensif très très fort. voilà, ouais. Donc voilà, puis ils ont pris aussi des joueurs d'expérience. Ils ont pris Reinildo de l'Atlético. Donc c'est un mercato ambitieux, intéressant. Ils Ils ont vendu, ont pardon, excuse-moi Varam. Ils ont vendu Joe ouais, Bellingham à Dortmund aussi. Ils ont quand même essayé de faire un peu de vente. Mais dans les prises aussi, il y a Enzo Lefebvre qui était déjà là depuis 6 mois, mais qu'ils ont acheté à la Roma et qui s'épanouit très bien avec l'entraîneur actuel. oui, effectivement. Donc je crois que c'est le Français Régis Lebré qui l'avait déjà eu Exactement. à Lorient. Voilà, ouais. Donc il le connaît bien. Donc voilà, pour Sunderland, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis en termes de relégation. Je pense que c'est un club qui va se. Bon, en tout cas, l'objectif déclaré du club, c'est de faire un sauvetage tranquille pour se stabiliser, puis après, gentiment, progressivement, viser un peu plus haut. Mais je pense Ouais, une 10e place ou aux alentours de cette place-là, je pense que c'est réaliste. Oui, alors vous le disiez, Sunderland a beaucoup dépensé, mais ça s'inscrit aussi dans un mercato, record, hein. Ils ont dépassé les Oui, 2 milliards de livres, je crois qu'on est à Sterling. ouais, de livres sterling. On a le est-ce que vous avez ouais, 3,4 ouais, c'est ça, 3,4 milliards d'euros, le montant total. Ils ont dépensé plus que toutes les autres ligues européennes additionnées. Alors c'est totalement, démesuré. Alors, Sunderland a battu aussi des records pour un néo-promu, mais c'est vrai que l'ensemble de la première ligue a énormément dépensé. Voilà, 190 Oui, millions pour Sunderland. ouais, c'est quand mhm. même pas mal, hein, Ouais, c'est pour un ça. néo-promu. Alors ensuite, il y a un club qui a été cité qu'à une seule reprise, parmi nos auditeurs. Pourtant, au moment où je vous parle, il y a eu quand même, une douzaine de votes. C'est un club qui, il y a quelques années en arrière, aurait pratiquement recueilli tous les suffrages, mais ils payent peut-être, leur dernière saison complètement ratée. Vous l'avez compris, je parle de Manchester City. Il y a qu'une seule personne, hein, finalement, que, qui a cité Manchester City. Alors, la question par rapport à Manchester City, c'est, voilà, quand on est Pep Guardiola, normalement, on ne rate pas une saison. Alors là, on a raté une saison, mais est-ce qu'on peut rater 2 saisons en ayant comme coach Pep Guardiola ou vraiment c'est impossible? Est-ce que Manchester City va connaître un exercice 25-26 meilleur que le précédent, Varane, pour toi? Après, est-ce qu'il a raté la saison passée? Après, moi, je pense Bah, que dans le foot, il existe. avec les standards de Manchester City, oui, ils ont fait aucun titre, hein, si je me trompe pas l'année dernière. Oui, alors voilà, mais après, enfin, moi je pense qu'il existe, dans le foot, il existe des cycles, et puis clairement, Guardiola, je pense qu'il est plus à la fin de son cycle que au début. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il soit resté encore cette saison. Compte tenu du fait que le directeur sportif Birgi Stein, je crois, un Catalan qui avait joué avec Guardiola à l'époque à Barcelone, il est déjà parti. Et c'était parce qu'on parle souvent de Pep, mais il y avait le directeur sportif dans l'ombre enfin voilà, on va dire que c'était leur projet à eux deux. Et c'est vrai qu'il est parti à la fin de de la saison précédente, et je suis surpris de voir encore Pep là. Et concernant City, moi je pense qu'ils sont toujours un peu sur cette fin de cycle. Je pense que Guardiola, ça fait longtemps qu'il est là. Je pense qu'il a tout gagné. Et je pense que c'est juste physiologique. Je pense qu'il est arrivé en bout de course, et c'est pour ça que moi je vois pas City
être champion. Même si voilà, ils ont toujours une force de frappe, ils ont pris des joueurs intéressants comme Reinders, qui était, je pense, clairement l'un des joueurs les plus intéressants de la Serie A. Ryan Cherki, évidemment, qui est un joueur hyper intéressant, mais je pense que City, que le cycle Pep est au bout, et je suis assez surpris de le voir encore une année. Non, je suis un peu du même avis que Varane, effectivement. City, l'année passée, c'est quand même bien rattrapé et a fini sur le podium, mais ils ont eu des séquences de moins bien. Et là, la saison, elle commence quand même par une séquence de moins bien. Et notamment une défaite face à Tottenham où tu te fais crucifier 2-0, ce qui était quand même assez inattendu, hein, qu'on se le dise. Mais d'un autre côté, ouais, on arrive dans une fin de cycle où il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer à City, notamment l'effectif. Et effectivement, je pense que Guardiola a fait son temps. Lui, il a encore le bénéfice du doute des propriétaires de rester, étant donné qu'il a quand même ramené 6 titres de champion d'Angleterre, il me semble, et la Champions League, bien sûr. Donc, il veut encore rester. Mais peut-être que ce serait peut-être le moment effectivement, de changer d'entraîneur et vu qu'il y a un effectif qui commence à se rajeunir un peu, d'aller avec une nouvelle philosophie pour espérer reconquérir la première ligue. Alors, ensuite, il y a un club qui a été cité à 3 reprises, dont par toi, Colin. Je me suis un peu répété, pas pour vous, au podcast, mais parce que j'avais coupé mon micro, donc je suis revenu. Il y aura une petite pause de quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Donc il y a un club qui a été cité à 3 reprises, dont par toi, Colin, donc tu vas nous l'expliquer. C'est C'est Arsenal, Arsenal. tout à fait. Bah Arsenal, ça fait quand même 3 saisons qui finissent deuxième. Pour moi, cette année, ça peut être les favoris pour aller chercher ce titre de Première Ligue, étant donné que l'équipe s'est quand même pas mal renforcée sur des secteurs où ils avaient eu de la peine la saison passée. La saison passée, Arsenal avait quand même connu pas mal de blessures à certains postes qui étaient quand même décisifs, notamment des joueurs très importants comme Odegaard ou Saka qui ont tendance un peu à se blesser quelquefois. Et là, Arsenal a changé de directeur sportif et a mis un peu les pieds dans le. J'ai plus l'expression, un peu mis un peu beaucoup plus investi que d'habitude. Et ils ont été chercher plusieurs joueurs qui vont vraiment amener à l'effectif. Sachant qu'en plus, il y a une jeune génération aussi de jeunes formés à Arsenal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la pépite, je pense Max Doman de 15 ans qui a fait ses débuts avec Arsenal en Première Ligue récemment Mmh. face à Leeds. Il y a aussi des jeunes qui montent comme Miles Lewis Kelly sur le côté ou Ethan Nwaneri. Donc il y a une jeune génération qui arrive. Et d'un autre côté, au milieu de terrain, ça s'est renforcé avec l'arrivée quand même d'un milieu défensif qui est Martin Zubimendi, qui est quand même un des grands milieux défensifs de l'Espagne ces dernières années en équipe nationale. Il fait énormément de bien. Avec Merino, ça marche très très bien. Et en attaque, on a quand même eu l'arrivée de 2 ailiers qui vont amener un peu plus de danger offensivement avec Eberechi qui arrive depuis Crystal Palace, qui a été formé au club et qui fait son retour, par la grande porte. Et de l'autre côté, on a Noni Madueke qui est un peu condamné à Chelsea et qui a signé à Arsenal. Alors, Arsenal a tendance à récupérer souvent les poubelles de Chelsea, on le dit. Mais là, ça m'a l'air d'être quand même un bon transfert pour assurer la rotation. Et il n'y a qu'à voir le dernier match que Arsenal a joué. Madueke était acclamé par tout le stade. Donc non, Arsenal, pour moi, ça peut clairement être les favoris. Alors certes, il y a la Ligue des Champions à côté. Et puis, ils jouent quand même 4 compétitions différentes en même temps, avec la FA Cup, la League Cup. Mais pour moi, Arsenal peut clairement aller chercher ce titre, sachant que si pour une quatrième fois, si pour une quatrième saison ils finissent deuxième, ça risque d'être une fin de cycle pour Arteta et puis ça risque de tout foutre en l'air. Donc Arsenal doit absolument aller chercher le titre cette saison. Voilà. Ouais, et puis tu as peut-être oublié, une des recrues phares. Alors on a quand même 2 attaquants suédois Ah bah qui oui, ont passablement, affolé le mercato, cet été. On y reviendra après, mais peut-être la recrue phare d'Arsenal sur le papier, c'est évidemment Victor Gyökeres. Gyökeres, hein. Alors, un tableau trop optimiste pour toi, de Colin Varane pour Arsenal? Ou bien il y a vraiment les moyens d'aller chercher, de ramener le titre? Non, moi je pense qu'ils ont clairement les moyens. Ça fait longtemps qu'Arteta est là. Il faut pas oublier qu'il a repris le club qui était au fond du trou. Et puis progressivement, d'année en année, Arsenal est revenu quand même au premier plan.
Et puis, ben, clairement, parce que d'habitude, depuis que Arteta est là, il prenait deux, trois joueurs bien sentis à des postes bien précis. Et puis là, ils ont augmenté clairement leur puissance de feu, hein. Ils ont vraiment doublé les postes avec une qualité quand même assez incroyable. Maintenant, le danger pour Arsenal, c'est un peu le côté choker, on va dire ça comme ça, le Arsenal time. C'est vrai que sur ces dernières saisons, souvent ils étaient devant, puis se sont fait passer devant. Donc il y aura, je pense qu'ils devront montrer que mentalement ils ont passé un step. Ça sera très 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 important pour eux de passer ce cap. Maintenant, je vais peut-être je vais être peut-être à contre-courant, mais je suis un peu sceptique sur le transfert de Gyökeres parce que c'est un excellent joueur, mais je pense que je trouve bizarre comme choix. Parce que Arteta, c'est plutôt un jeu de possession à l'espagnol, alors que Gyökeres, c'est plutôt un joueur physique qui joue très vertical, qui joue beaucoup dans la profondeur. Et c'est vrai que je suis assez surpris parce que c'est pas du tout un joueur de ballon. Par exemple, je trouve que moi, j'aurais plutôt vu Tchechko avec Arsenal, qui est un joueur très associatif, qui est un de ces grands joueurs, mais qui doit faire le mètre 90, mais c'est un joueur qui est presque un faux neuf. Donc moi, je l'aurais plus vu avec le jeu d'Arteta et j'aurais plus vu Gyökeres avec Ruben Amorim, qui a un jeu beaucoup plus vertical. Donc voilà, donc je pense que Gyökeres va évidemment marquer des buts parce que c'est un joueur qui est doué, mais moi, mon impression, c'est qu'il va pas scorer autant qu'on le pense. Il va bien entendu marquer des buts, mais je suis pas tout à fait sûr que c'est l'attaquant idéal pour Arteta et son système de jeu. Voilà, j'aimais juste une petite réserve sur ce transfert-là. Moi, je te rejoins aussi un peu là-dessus, Varam. Je suis d'accord qu'il y a des gros doutes autour de Gyökeres. Il a quand même 27 ans. C'est sa première vraie saison en Première Ligue. Alors certes, il a prouvé en Championship dans la division d'en dessous, mais ça va être un peu compliqué. Et puis effectivement, peut-être pour s'adapter au style de jeu d'Arteta, c'est pas le meilleur numéro 9. Après, comme on a dit, ils ont doublé les postes. Il y a toujours Havertz qui est là. Si jamais il veut faire de la concurrence, c'est surtout que ça aussi, ça met de la concurrence sur Havertz. Donc à tout moment, ça peut créer une concurrence entre les deux numéros 9. Et il y a encore Gabriel Jesus qui est aussi là en troisième numéro 9 au cas où. Bon, lui, je le vois beaucoup moins jouer, mais ça peut amener une sorte de concurrence pour Havertz qui n'en avait vraiment pas l'année passée. Et ça peut clairement aider à Gyökeres à marquer plus de buts. Ouais, bon, alors il est déjà à 3 buts en 4 journées, Ouais, donc s'il c'est pas garde, mal. s'il garde ce rythme, c'est pas mal. Ça vaut quand même 25, entre Sur pesant 25 et dehors. 30 buts. Donc voilà, ce serait des scores tout à fait bons pour lui. Pour Alors on Arsenal. verra si Arsenal va être Arsenal, donc à choquer pendant le printemps, enfin pendant la fin de l'hiver et le printemps. Et puis, si vous suivez un petit peu le football anglais, le nom de la dernière équipe qui a été citée très largement par nos auditeurs n'est absolument pas une surprise. C'est bien évidemment les favoris à leur propre succession. C'est le club qui a le plus dépensé de tous les clubs de Première Ligue et même de tous les clubs du mercato européen dans son entier. C'est évidemment Liverpool. Ils ont dépensé 484,68 millions d'euros. Alors, est-ce que l'argent fait le bonheur pour toi, Abraham? Est-ce que Liverpool va conserver sa couronne? Alors non, l'argent fait pas forcément le bonheur, mais par contre, ça aide à prendre d'excellents joueurs. Mais sur Liverpool, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les saisons précédentes, ils avaient très peu dépensé. Parce que Liverpool est un club qui travaille très très bien. Et cette année, bah voilà, ils ont décidé de sortir vraiment l'artillerie plus que lourde, hein. Donc, quand on voit qu'ils ont mis 145 millions pour Alexandre Isak, qu'ils en ont mis 125 pour Florian Wirtz, 95 pour Becky Ok. Tiquet, enfin voilà, c'est franchement pas mal. Donc évidemment, Liverpool est le grand favori, ça c'est clair et net. Donc voilà, maintenant, le seul point où il faudra faire attention pour Arne Slot, ça sera justement la gestion du groupe et de gérer tous ces égos et de gérer aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un facteur qui est très important, c'est que
l'entraîneur doit valoriser les joueurs et pas surtout faire perdre leur valeur marchande. Et ça va être compliqué dans la gestion parce que il peut en mettre que 11 à la fois et que forcément il devra faire des choix et que très certainement il y aura certains joueurs qui seront mécontents. Par exemple, Ekitike il arrive, je crois qu'il claque 3 buts en 3 matchs. Et après, il faut lui expliquer que peut-être il faudra qu'il aille sur le banc parce qu'il y a au fait Isaac. Donc, moi, je pense que le gros défi que Slot va au fait avoir, ça sera gérer cet effectif et cette abondance. Voilà, c'est des problèmes de riches, clairement, mais il devra gérer ça. Et c'est pas évident et il peut arriver que justement, il y ait des gros clubs qui fassent des gros mercato et que ça se passe pas bien parce que justement, il faut gérer les égos et c'est pas toujours évident. Mais si les choses devaient aller comme sur des roulettes, il est clair que Liverpool est le grand favori de cette première ligue, c'est indiscutable. Colin, tu partages cet avis? Oui, je partage pas mal cet avis. Après, je trouve que Liverpool a vraiment mis beaucoup d'argent pour des joueurs donc Ekitike, 95 millions. C'est vrai que là, il a déjà claqué 3 buts pour son début de saison. Après, c'était pas non plus des stats folles avec Stuttgart, avec Francfort quand il était là-bas. J'ai de la peine à comprendre. Alors, je sais que c'est un vrai buteur et qu'il y a un vrai talent derrière lui, donc à voir comment ça va se développer. Mais effectivement, avec une compétition avec Isaac, ça va être compliqué pour les deux et puis pour accepter que l'un passe devant l'autre. Sachant que Isaac, il a fait un immense forcing pour quitter Newcastle afin de rejoindre Liverpool. Il y a aussi des joueurs qui doivent s'adapter. Wirtz, ça fait déjà 4 matchs qu'il est titulaire. Et ça fait quand même 4 matchs qu'on a de la peine à distinguer son effet sur le jeu. Il faut qu'il s'habitue à la première ligue. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps que ça. Je vais faire écho à une recrue qu'ils ont faite l'année passée et qui quasiment s'est pas adapté pour le moment, c'est Chiesa. Alors certes, c'est un niveau différent, c'est pas le même chiffre de transfert, mais c'est des joueurs qui viennent d'autres championnats et qui doivent d'abord s'habituer à la première ligue. Donc oui, Wirtz, ça va prendre du temps. Il y a aussi au niveau des latéraux où ça peut peut-être prendre un peu de temps aussi avec Frimpong et Kerkez qui viennent d'arriver. Bon, Kerkez, il était déjà en première ligue, mais il y a un changement, il y a deux ou trois changements radicaux dans la compo quand même, et ça va peut-être demander un peu de temps. Bon, on a vu qu'actuellement c'est pas un si mauvais début de saison que ça. Ils se sont fait peur face à Newcastle. Ils ont battu Arsenal quand même, faut dire ce qui est. Et là, ils ont battu Burnley, le promu. Donc à voir ce qu'arrive à faire Arne Slot avec ses hommes, et voir aussi si les cadres vont pas perdre un peu en niveau, parce qu'on rappelle qu'il y a quand même Van Dijk et Salah qui l'année passée ont fait une grosse saison, mais qui ont bientôt 35-36 ans et qui vont peut-être avoir un niveau qui va commencer à décroître. Voilà. Ouais, c'est clairement Liverpool, une équipe qui est taillée pour aller très loin dans toutes les compétitions qu'elle va disputer, hein, y compris, en Ligue des Champions, hein. L'année dernière, ils ont perdu contre, le Paris Saint-Germain en huitième de finale, le futur vainqueur, mais c'était pratiquement une finale avant l'heure, hein, cette confrontation entre Parisiens et joueurs Et Liverpool. anglais, joueurs de Liverpool. Donc, voilà, si on analyse, le 11 de base, ou les 11 régulièrement alignés par Arne Slot depuis le début de la saison, il y a du top 10 sûr, il y a du top 5, voire du top 3 à leur poste, à quasiment tous les postes, hein. Oui, C'est ouais, ouais, vraiment, tout à fait. c'est vraiment une équipe qui est très forte à tous les postes. Donc, si la mayonnaise prend, eh bien, Liverpool sera un des très, très gros favoris de la Ligue des Champions, hein, en plus d'être favori en première ligue et de toutes les compétitions anglaises. Donc, voilà. Messieurs, ça, c'est tous les clubs qui ont été cités par nos auditeurs. Est-ce que vous vouliez évoquer des clubs qui n'ont pas été cités par nos auditeurs? Oui, Oui, Alors, Colin, évidemment, tu hein, veux. évidemment. j'y Colin? vais. Alors j'ai quand même un outsider qu'on n'a pas cité, mais Tottenham, qui s'est aussi pas mal renforcé.
et qui l'année passée avait eu beaucoup de blessures, donc c'est vrai qu'ils avaient fini un peu très bas au niveau du classement, mais ils ont changé d'entraîneur et on voit qu'il y a quand même une différence, même s'il y a déjà une défaite, ils ont quand même battu City 2-0 comme j'ai dit avant, et ils ont pris un excellent entraîneur qui est Thomas Frank, qui, si je me trompe pas, était à Brentford avant, et on voit que c'est un entraîneur qui s'adapte à chaque entraîneur qu'il affronte en première ligue, et pour le moment ça a tendance à fonctionner. Donc pour moi, Tottenham, ça peut aussi créer le danger. On sait jamais. Ils ont fini par remporter un trophée la saison passée en Europa League. Ok, Varane? Varane, ouais. Oui, bah, je voulais parler de Tottenham aussi. C'est vrai que c'est une équipe que je vais suivre particulièrement parce que j'ai toujours beaucoup aimé leur entraîneur, Thomas Frank, que moi j'ai toujours trouvé que c'était un entraîneur qui était sous-coté. J'ai jamais compris pourquoi il entraînait pas plus haut. Et là, je vais me faire un plaisir de regarder les matchs parce que je trouve qu'avec Brentford, il a fait des masterclass parce que Brentford, je crois que c'était l'une des équipes qui avait la masse salariale la plus basse de Première League. Et franchement, il a fait de quelque chose de monstrueux. Tactiquement, je pense que c'est l'un des entraîneurs les plus intelligents au monde. Il me fait beaucoup penser à Unai Emery, un peu dans le style. Entraîneur qui est préparé, qui étudie super bien l'adversaire. Et moi, je me rappelle que les autres équipes, quand elles jouaient Brentford, c'était souvent pire que d'aller chez le dentiste. Euh, c'est vraiment un entraîneur qui est préparé, qui a beaucoup d'idées. Et j'aime beaucoup cet entraîneur. Et c'est vrai que Tottenham, c'est une équipe un peu outsider. Mais je pense qu'ils ont fait un excellent choix et je ne serais pas surpris que Tottenham soit un peu l'équipe trouble-fête de cette première ligue. Et c'est pour ça que je vais suivre cette équipe attentivement. Ok, très bien. Varane, tu voulais citer une autre équipe? Oui, mais c'est pas l'équipe, c'est plutôt l'entraîneur, c'est Maresca à Chelsea. Bon, déjà, je suis absolument pas fan de cette politique de trading complètement délirante que Chelsea a mis en marche depuis que Boehly a repris le club. Par contre, je suis très intéressé par Maresca. Parce que c'est un entraîneur italien qui est pas dans la secte du Catenaccio années 70 comme on a beaucoup en Serie A. C'est un entraîneur moderne avec des idées beaucoup plus européennes. Et je pense que pour l'instant, ce qu'il a fait, c'est quelque chose d'assez dingue. Parce que, alors oui, il a des moyens, mais en même temps, c'est très compliqué d'entraîner une équipe où il y a des va-et-vient, où il y a des joueurs justement enfin, qui viennent avec des sommes folles. Et je trouve qu'en peu de temps, il a réussi à construire quelque chose. Et je vais surtout suivre Chelsea plutôt pour le coach. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs italiens comme je l'ai dit, proposent un foot moderne et européen. Donc voilà, donc je vais regarder surtout un œil attentif sur le banc. Et ça me ferait plaisir que un entraîneur italien réussisse à l'étranger pour montrer à la petite clique italiote que de jouer au foot, c'est pas mettre le bus et puis spéculer sur deux, trois longues balles ou sur des buts sur corner, quoi. Donc voilà. Donc j'aurai un œil attentif sur le banc de touche à Chelsea. Ouais, puis Chelsea, à la fin, on ne sait pas si on doit dire à la fin de la saison ou au tout début de la saison, tant le match s'est disputé, La saison dans une de... zone intermédiaire. C'était quand même la fin de la dernière saison, mais Ouais, 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 voilà, à fin la de... surprise générale, ils ont parfaitement muselé, le Paris Saint-Germain en finale de la coupe du monde des clubs. Donc, voilà, c'était vraiment une masterclass, hein, de Chelsea sur ce match. Donc s'ils sont capables de reproduire régulièrement, ce genre de performance en première ligue, ben, ils vont embêter pas mal, d'équipes. Alors, le championnat a disputé sa quatrième journée déjà en Angleterre. On vous jure qu'on n'a pas regardé le classement pour construire ça, mais on retrouve déjà Liverpool, Arsenal et Tottenham aux avant-postes. Liverpool est la seule équipe à avoir engrangé, la totalité des points. Arsenal et Tottenham, une seule défaite et Mhm. puis, Chelsea est pas loin, juste derrière Bournemouth. Sunderland est septième, donc ils confirment aussi leur bon début et puis voilà, Manchester City en dents de scie. Pour le reste, voilà, on n'a pas évoqué Manchester United, messieurs, mais voilà, Manchester United, Ils malheureusement, sont ça n'est très plus que compliqués. l'ombre de la grande équipe que c'était, il y a plusieurs années C'est un peu en épineux. arrière. Si je veux finir avec une
petite preview, je pense qu'il y a quand même 2 équipes qui m'ont l'air assez intéressantes à voir. Tu en as parlé, Bournemouth qui sont 4e actuellement. Ils ont un excellent entraîneur avec Iraola, j'arrive pas à dire son nom, mais le tacticien espagnol, il a quand même des très bons plans de jeu. Donc pour moi, Bournemouth, ça peut peut-être essayer d'accrocher l'Europe cette saison. Et on a aussi Everton avec l'éternel David Moyes, mais surtout Everton qui s'est bien renforcé, et notamment Jack Grealish qui est là et qui fait un bien fou à cette équipe. Donc pour moi, ça peut être deux équipes qui peuvent essayer de s'accrocher pour l'Europe. Ok, Et je voulais juste finir avec les relégués. Pour moi, les 3 relégués, ce sera West Ham, les Wolverhampton et Burnley. Voilà, je vois Leeds et Sunderland se maintenir. ok, bah merci pour ces petites précisions, Colin. Voilà, alors on espère que ça vous aura plu et puis voilà, la semaine prochaine, on attaquera un autre championnat. On n'a pas encore décidé, mais on vous fera la story de manière un petit peu plus anticipée cette fois pour que vous puissiez voter de manière plus massive. Voilà, messieurs, on peut passer à la prochaine rubrique. La prochaine rubrique, c'est le briefing du prochain match. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, place à la Coupe de Suisse le week-end prochain. Euh, nouveau, euh, nouveau déplacement chez une équipe d'une ligue bien inférieure à la nôtre. Nous nous déplacerons au bord du lac de Zurich pour y affronter le FC Unterstrasse. Alors, le FC Unterstrasse qui, j'ai pas bien fait mes devoirs, mais si je me trompe pas, ils sont en deuxième ligue. En deuxième ligue hein, actuellement, ou en deuxième inter, je sais même plus. On va vérifier cette information, mais voilà. Après avoir pratiquement glissé sur la peau de banane au tour précédent contre Diaspora, est-ce que, selon vous, les Xamaxiens ont retenu la leçon et ils vont voilà, disputer un meilleur match que le tour précédent, Baram? Bah, en tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce qu'on espère tous. Maintenant, bah voilà, on a eu un gros warning au tour précédent. Maintenant, ce qu'il faut attendre de ce match, bah, c'est qu'on passe un match tranquille, un match en maîtrise. Et puis surtout, bah, on doit montrer à l'adversaire que il y a 2, 3 ligues d'écart. Et c'est un match qu'on doit gagner tranquillement, hein. Voilà, on va pas se cacher. Mais voilà, c'est peut-être l'occasion bah, de vraiment jouer au foot, quoi. Parce que j'ai l'impression que parce que l'année passée, défensivement, on était friable, j'ai l'impression que on joue un peu avec le frein à main parce que il faut éviter de reprendre les 2, 3 buts par match qu'on prenait la saison passée. Mais je pense que oui, alors effectivement, il faut avoir une défense stable, mais il faut pas oublier de jouer vers l'avant. Voilà, parce que ce que je veux dire, on a quand même des joueurs de ballon. Quand je pense à des Ben Seguir, quand je pense à des Size, quand je pense à des Démé, euh, voilà, je veux dire des Maasai, je veux dire c'est quand même c'est pas des manches quoi. Ce que je veux dire, ils ont pas les pieds montés à l'envers, ils savent jouer au foot. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on joue sur nos qualités à nous et pas juste se dire ah bah il faut faire attention. Alors bien sûr, il faut pas commencer à faire une défense porte ouverte. Je crois que c'est clair, mais il faut pas jouer avec le frein à main et puis d'avoir peur de se dire ah mais on va prendre des buts. Moi je pense qu'il faut qu'on se lâche puis qu'on joue vraiment parce que on a quand même certains joueurs qui ont de la qualité et je pense que contre une équipe avec tout le respect qu'on a pour eux, qui joue en deuxième ligue ou en deuxième ligue inter, on doit mettre le pied sur le ballon, faire tourner la balle rapidement et rapidement leur démontrer que l'équipe de Challenge League, c'est nous et rapidement, on doit se mettre à l'abri et c'est un match qui normalement doit souffrir d'aucune discussion. Moi, c'est ce que j'attends. Mhm. Colin, pour toi, on aura retenu la leçon du précédent match et on va. J'espère qu'on aura retenu la leçon et j'espère aussi peut-être que Anthony Breza fera un peu tourner l'équipe pour donner la chance à certains joueurs qui prouvent qu'ils ont leur place sur le terrain et qu'on passe pas à côté quoi, qu'on passe pas sous l'autoroute. Ce jeu de mots vient pas de moi, il vient de Matteo, je me confesse. Il me l'a glissé au dernier match, mais il faut vraiment qu'on fasse attention et pas qu'on passe sous le FC Unterstrasse. Alors, j'allais le faire. Il était presque plus déçu de ne pas pouvoir faire cette blague-là qu'il a construit Il a depuis bien plusieurs préparé. jours, qu'il a bien préparé, plutôt que de parler de ses rubriques. Mais
Enfin, voilà, dites-nous en commentaire si vous trouvez que cette blague est incroyable ou pas. Ah, moi, je la trouve très drôle. Tu la trouves très drôle, ok. Ah, moi, ça me fait Alors, par rire, esprit de contradiction, Varam, il va trouver ça pas drôle. bien sûr. Donc, Non, non, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Il faut le dire. Non, non, il faut être honnête. voilà, non, alors, lors du précédent match, Anthony Breza avait fait tourner et puis, ça n'avait pas bien réussi et il y a d'ailleurs, plusieurs joueurs qui n'ont pas obtenu une seule minute de jeu depuis ce match-là. Donc je suis vraiment curieux de voir est-ce qu'il va redonner la chance à ces joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu pour préserver un peu certains cadors ou alors est-ce il va au contraire continuer dans la voie des derniers matchs, faire jouer les titulaires et puis, quel sera du coup le comportement des titulaires sur ce match? C'est presque, la question la plus intéressante parce qu'on avait senti Anthony Breza très fâché, hein, logiquement par la prestation de ses joueurs. Mais, voilà, donc c'est est-ce que voilà, il va suivre ce qui se fait normalement en coupe quand on joue contre des équipes d'un calibre bien inférieur au nôtre ou pas. Ça, c'est vraiment un point très intéressant, mais voilà, on va le répéter, on attend clairement que Xamax passe ce tour, passe 2 tours de coupe. Ce sera une première depuis, ben, je pense depuis, la reconstruction, hein, on n'a jamais passé 2 tours de coupe depuis qu'on est Neuchâtel Xamax 1912 puis FCS. Donc voilà, on espère que voilà, on passera ce tour et qu'on obtiendra un beau match au tour prochain avec peut-être l'espoir de passer un tour supplémentaire. Voilà, tirer une équipe de Challenge League pour le prochain tour et on espère en passer, ça serait pas mal. Mais voilà, il y a un match à disputer avant et il faut le disputer très sérieusement. Alors l'adversaire, on peut pas le présenter, hein, on le connaît pas. Donc, à moins que vous nous cachiez des choses, messieurs, que vous suiviez attentivement la deuxième ligue, régionale suisse-allemande, du côté de Zurich. Mais sinon, c'est des amateurs, on les connaît pas, donc voilà, pour eux, c'est une belle fête de foot. Ils attirent un club pro, un club historique malgré tout et donc voilà, ça sera une belle fête de foot comme ça l'avait été pour, les joueurs de diaspora, du côté de la Blancherie à Delémont. Mais Neuchâtel Xamax doit, s'affirmer et puis montrer, sa supériorité sur ce match. Voilà, messieurs, on peut passer à la conclusion. Dans la conclusion, on voulait revenir sur le commentaire, de Julien dans les réactions, de d'après-match. Je vous relis ce commentaire pour vous, chers auditeurs, mais aussi, heu, pour nous les animateurs. Il nous disait: «Plus la flamme, tant que Jean-François Collet sera là, j'aurai du mal». On voulait un petit peu, parler de ça parce que, ben, voilà, nous, on est des supporters, on connaît du monde forcément, du côté de la Maladière, on connaît des potes, on connaît de la famille, on connaît au fur et à mesure aussi les gens qui s'asseyent à côté de nous, dans les travées du stade parce que c'est des gens qui renouvellent leur abonnement. Donc au bout de 1, 2, 3, 4, 5 ans, on les connaît, on babille et tout ça. Et puis, on a l'impression que cette perte de flamme, eh bien, elle n'est pas uniquement la propriété de Julien. C'est un sentiment qu'on retrouve chez beaucoup des supporters, xamaxiens, une perte de flamme depuis que cette direction est en place, Bahram. Exactement. Alors, je vais d'abord faire une petite parenthèse. Je vais saluer Julien parce qu'il m'avait fait une petite dédicace il y a un ou deux épisodes et j'étais plongé dans mes notes pour préparer le débrief. Donc, j'avais pas rebondi. Donc, j'en profite pour le saluer. Mais effectivement, je pense que Julien n'est pas un cas isolé. Je pense que moi, je me mets dans le lot. Je pense que nous sommes beaucoup à être fatigués de cette gestion pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que c'est très compliqué de s'identifier au club ces dernières années parce il y a beaucoup de va-et-vient dans le club. Il y a vraiment une instabilité. Donc, ben,
Effectivement, quand vous avez, bon, entre guillemets, des clubistes ou des joueurs sur lesquels vous pouvez vous identifier, ben forcément, vous avez un lien plus fort avec les joueurs et avec l'équipe. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même une instabilité qui fait que ben, ça devient compliqué. Ensuite, on a beaucoup de peine à comprendre le projet sportif si il y a un projet sportif, parce que pour l'instant, c'est pas très déchiffrable et ça fait 6 ans que c'est le cas. On l'avait déjà dit lors de l'épisode final du débrief de la saison 2, mais le projet sportif n'est pas vraiment déchiffrable. On nous dit qu'on joue la montée, puis 3 jours après, on nous dit que finalement non, qu'on veut faire mieux que la saison précédente, qu'on vise un top 4, un top 5. Et on a l'impression que dès qu'on parle de promotion puis d'ambition, ça fait grincer des dents et que finalement il y a un rétro-pédalage qui est fait. Donc déjà, je pense que les supporters, nous méritons une transparence parce que c'est comme je l'ai dit, hein, si l'objectif c'est pas de monter mais c'est faire du trading avec certains joueurs, moi je pense qu'il faut le dire, il faut être transparent et au fait honnête avec les gens. Voilà, donc je pense que déjà, voilà, c'est 2 points qui sont là. Je pense également aussi que la communication du club n'est pas très à propos, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un discours qui est très froid, qui est très distant des gens. Et je pense que les gens ont besoin aussi d'avoir un discours un peu plus chaleureux, un peu plus rassembleur, un peu plus fédérateur. Et j'ai pas l'impression que c'est le cas actuellement dans les messages qui sont véhiculés. On a peu d'infos sur le club. Moi, je vous avoue que je comprends toujours pas pourquoi nous sommes, je pense, le seul club au monde qui ne communique pas la durée des contrats qui sont signés quand on a une nouvelle recrue. Parce que finalement, c'est nous, les supporters, qui sommes pénalisés. Donc voilà, moi, je trouve que c'est une rétention d'informations qui n'est pas bonne. Et c'est que surtout, c'est les supporters qui sont en fait, voilà, qui sont victimes de ça. Et puis, euh, et puis voilà, puis on a un peu l'impression que la direction est dans une tour d'ivoire, au fait, que rien ne peut les atteindre, et puis finalement ils s'en fichent un peu du bas peuple. Il faut pas oublier que c'est le bas peuple qui remplit le stade et qui fait que votre équipe est suivie ou non, qui fait qu'il y a au fait un engouement autour de ton club ou pas. Et c'est vrai que voilà, je trouve que c'est distant, c'est froid, c'est impersonnel. Et la conséquence, c'est qu'on a un stade qui se vide de plus en plus. 2700 spectateurs ont été annoncés à Ville, mais moi, de ce que j'ai vu à la télé mais les témoignages des gens du stade, ils m'ont tous dit, et de ce que j'ai pu voir, s'il y avait 1000, c'était beaucoup. Donc il y a forcément un stade qui se vide, il y a des gens qui râlent. Donc voilà, je pense que action égale réaction. Je pense que c'est plein de facteurs mis ensemble qui font que voilà, il y a pas une bonne vibe autour du club. On sent qu'il y a on va dire un désintérêt qui grimpe jour après jour et saison après saison. Mais apparemment, on a l'impression qu'à cette direction, ça leur convient. Voilà, donc voilà, je pense que voilà, si ça continue comme ça, il y a en fait un désamour et puis un désintérêt. Mais si apparemment, pour cette direction-là, en fait, pour eux, ça leur va comme ça, ça veut dire que ça leur va comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu triste. Voilà. Voilà, je vais reprendre depuis le début, j'ai de nouveau coupé mon micro. Je pense qu'on peut, voilà, quand on parle du manque d'ambition, nous les supporters, on va plus facilement pardonner le manque, enfin l'échec que le manque d'ambition. Parce que, quand il y a échec, ça veut dire qu'il y a eu un objectif, il y a une volonté, on ne l'a pas atteint parce que c'est un échec, mais au moins il y avait une intention qui était claire et nous, les supporters, on va plus facilement pardonner une équipe qui se bat pour un objectif, qui essaye d'atteindre un objectif, mais qui n'y arrive pas, soit parce qu'il y avait d'autres équipes qui avaient le même objectif, mais qui étaient tout simplement meilleures que nous,
ou alors parce que, on a essayé, mais on n'a pas été suffisamment bon pour atteindre l'objectif et nous, on va pardonner à une équipe, à une direction qui montre de l'ambition, mais qui ne l'atteint pas parce que voilà, pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais là, on sait même pas en fait l'ambition, quelle est l'ambition. Les objectifs sont volontairement, très flous. On a l'impression qu'on met pas d'objectifs parce que comme ça on peut pas reprocher que la les supporters ou les médias ne peuvent pas reprocher de pas avoir atteint les objectifs s'il y a pas d'objectif. Donc ça, c'est un premier point et puis effectivement, voilà, on a beaucoup de difficultés à part à des Fabio Saz, des Yoann Epito, des joueurs qui sont du cru et puis qui restent, au club, qui constituent dans une certaine mesure, une charnière du club. Eh bien, on peut pas tellement s'associer à beaucoup d'autres joueurs, donc forcément que ça limite le sentiment d'appartenance à l'équipe et puis, de manière générale, comme tu disais, l'objectif de la direction, vis-à-vis vis-à-vis du club, il n'est pas clair. On a l'impression que, oui, de temps en temps, on évoque la montée comme ça pour faire plaisir aux supporters, pour redonner un peu de flamme aux supporters, mais que dans tous les autres aspects du club, il y a aucune volonté vraiment de construire de jouer la montée et par conséquent, voilà, on se satisfait d'une certaine mesure de rester comme ça, de végéter en Challenge League, mais du coup, on se dit: «Mais en fait, pourquoi la direction aurait un intérêt à végéter comme ça en Challenge League?» Donc voilà et au bout d'un moment, quand il y a pas d'objectif clair, par rapport à la direction que veut donner, le club, enfin, le mot direction, un directeur, propriétaire, ça dépend, mais directeur, ça porte ce nom-là parce que dans la direction, ça veut en même temps dire diriger, dans le sens diriger les hommes, mais aussi diriger quelle orientation donner et on a l'impression que diriger les hommes, ben oui, ça se fait, c'est encore discutable, mais donner une direction de manière générale au club, dire: «On veut que le club soit là, 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 heu, cette saison, dans 3 saisons, dans 5 saisons», eh bien, il y a rien et voilà, en additionnant tous ces éléments, les gens en plus, on les compilant avec le fait que les résultats sont au mieux moyens et au pire médiocres. On a eu des saisons vraiment médiocres, parmi les 6 saisons, sous la présidence de Jean-François Collet et ben, les gens, ils se lassent. Ils ont plus aucune raison de suivre le club, régulièrement, de s'identifier, de venir vibrer avec cette équipe-là parce que, voilà, parce que ça ne fonctionne pas et puis quand en plus le 2e club phare, du canton, le HCH Chaux-de-Fonds, lui aussi évolue dans la deuxième division du pays en hockey sur glace, mais par contre, c'est vraiment une autre, histoire. Il y a une ferveur populaire impressionnante du côté de la patinoire des Mélèzes. Le HCH Chaux-de-Fonds a terminé 3 saisons de suite, je crois, ou 2 saisons de suite, 1er. Et l'année d'avant, ils avaient gagné 2 années de suite les playoffs de Ligue nationale B. Donc voilà, un club qui marche bien et puis qui est le HCC, actuellement, bah, on peut dire c'est pas le même sport, mais c'est l'antithèse de Xamax. C'est un club qui affiche son ambition en deuxième division et puis qui aide à ce que les supporters s'identifient, au club. C'est un exemple à suivre, le HCC, pour le canton. Non, bah, clairement, clairement. Puis en plus, d'autant plus que par rapport au football, le hockey, c'est encore plus, concurrentiel. Parce que si on compare, le hockey, c'est plus le sport, national que le foot. Donc, ils doivent, concurrencer quand même certaines réalités comme Lausanne, Genève, Fribourg, enfin voilà des clubs qui ont nettement plus, de moyens qu'eux. Mais ils ont réussi à fédérer les gens avec, purement et simplement avec des ambitions qui sont claires, surtout de respecter la tradition que c'est un club familial. Voilà, on peut être, je pense, ambitieux, on peut faire les choses bien, mais tout en gardant un côté un peu grande famille. Et je crois que c'est ce qu'on a perdu ici à Neuchâtel avec le foot, c'est vraiment ce côté-là. Alors c'est vrai qu'on a été
je vais dire bien habitué, mais en même temps mal habitué, avec un président qui était peut-être le meilleur président qui ait jamais eu en Suisse, hein, sans être chauvin, mais je pense voilà que Gilbert Facchinetti, on a eu le top du top pendant de nombreuses années et qu'il a réussi à amener Xamax au firmament du foot suisse et puis européen, mais tout en gardant un esprit et puis une approche très très humaine, très avec le peuple, populaire. Mais voilà, moi je pense que c'est ce qui fait la grande différence, c'est que je pense que dans la gestion et dans de ce que dans le club dégage dans les hauts du canton, c'est qu'ils ont gardé cette ferveur, le côté populaire. Et puis voilà, d'avoir une certaine transparence aussi avec son public. Voilà, donc la Chaux-de-Fonds, ils savent que pour l'instant, monter, c'est compliqué parce que justement, la concurrence fait qu'il faut avoir des infrastructures qui sont vraiment au top et que pour l'instant, la Chaux-de-Fonds est en train de construire quelque chose, mais les gens suivent. Mais les gens suivent parce que c'est clair, parce que c'est transparent, parce que c'est limpide et que surtout c'est populaire et proche des gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des sports où c'est le peuple finalement qui va au fait animer la chose. Alors effectivement, il faut une direction, il faut des moyens, il faut de l'argent. À quelque part, on peut dire que les dirigeants sont un peu l'élite de ça, mais s'il n'y a pas le peuple, au fait, il ne se passe rien. Voilà. Et des fois, il faut peut-être remettre justement les supporters dans l'équation, parce que sans supporters, il ne se passe rien du tout. Et je pense que dans l'équation Neuchâtel dans le foot, il faut remettre les supporters au centre des choses. Oui et puis on a les oreilles un peu longues aussi et voilà, on a pu comprendre que, voilà, il y avait des tensions, hein, entre la direction et puis, les ultras, le groupement d'ultras, la tribune Neuch. On a vu, dernièrement que les Tigers ont annoncé cesser leur activité, au stade donc voilà, il y a aussi, voilà, ces tensions-là qui rajoutent encore une couche à tout ça. Donc voilà, c'est des choses qui sont, pesantes pour les supporters, qui doivent aussi être pesantes à mon avis pour la direction. Mais voilà, il y a des modèles positifs sur lesquels on peut s'inspirer dans le canton, même si c'est pas le même sport. Il y a des modèles positifs sur lesquels on peut s'inspirer dans le reste du championnat suisse. Il y a des clubs qui ont moins de moyens, qui ont moins d'histoire que le nôtre, mais qui se débrouillent actuellement très bien pour avoir des prestations, supérieures aux nôtres. Donc voilà, mais ça nécessite, effectivement, des choix forts, des choix clairs, mais encore faut-il que la direction ait l'envie de prendre cette direction-là justement et de faire ces choix-là. Mais voilà, comme on le disait en introduction, on partage aussi un peu l'avis de Julien et on est de plus en plus sceptique. Alors on se réjouit, quand l'équipe joue bien, quand l'équipe, gagne, un match, mais voilà, notre histoire récente montre que, ce genre de satisfactions sont quand même, denrées rares et puis, voilà, on est quand même inquiet par l'absence de direction de la direction. Voilà, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est une bonne manière de résumer ça et puis si on te donne aussi un peu la parole à toi, Colin, sur cette partie-là, bah, toi, Colin, tu représentes une fibre, un petit peu plus Jeune. jeune, hein. Si j'avais commencé tôt, je tu pourrais être mon fils, sans aucun Ouais. problème. Mais voilà, on en discute beaucoup, hein, ensemble et on en discutait avant l'enregistrement et puis, même toi avec, ta 20 tu as quel âge déjà, Colin? Moi, Rappelle-nous. j'ai 23 ans. Moi, j'ai 23 23 ans, ans. voilà. Ouais, j'aurais dû Et commencer assez tôt, mais voilà, tu as quand même 20 ans de moins que moi, à peu près 20 ans de moins que Varam. Ce Xamax Glorieux, tu ne l'as connu que par les mots d'autres personnes, mais quand même, ta génération à toi, l'absence d'engouement, elle est à peu près identique.
Exactement. Pour moi, il y a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent à Xamax, ce qui est un peu dommage. J'en discutais avec une connaissance l'autre jour en faisant du vélo, qui lui est un grand fan de Xamax, qui fait partie de la tribune, et qui me disait qu'effectivement, lui, il constatait que les jeunes s'intéressaient de moins en moins. Alors certes, dans la tribune, il y avait souvent des jeunes, ils ont souvent 15, 20 jeunes entre quoi, 15 et 30 ans qui se rajoutent, mais c'est pas énorme, et que effectivement, il y a, sans vouloir être méchant, un vieillissement un peu du public de Xamax et qu'avec les années, ça risque de baisser de plus en plus au niveau des influences. Et effectivement, le club n'arrive pas à s'adresser aux jeunes de ma génération. Certes, comme tu l'as dit, Mirko, par ce manque d'ambition, et puis aussi par le manque d'ambition et le manque de sportivité, quoi. Aujourd'hui, moi, j'étais totalement d'accord avec ce que disait mon ami. Et puis de l'autre côté, ce que j'avais constaté, et ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand on avait été voir, on était au lobby bar, donc le bar qui est littéralement dans la Maladière. On avait été voir la finale de la Ligue des Champions. Il y avait quand même beaucoup de jeunes qui étaient là, qu'on voit quasiment jamais au match, très très rarement, et qui étaient là pour supporter des gros clubs. Alors je veux bien qu'on supporte des gros clubs européens, mais qui pleuraient pour le titre du Paris Saint-Germain. Et moi, ça me gêne un peu, sachant que bah ils étaient dans le stade de l'équipe de la ville, et on les voit quasiment jamais au Et stade. Et il y a vraiment. il n'était pas Hmm. français, il faut le préciser, hein. Non, ils étaient pas français, c'est des gars de Neuchâtel, quoi. Donc, des gars de Neuchâtel ou des alentours. Donc, pour moi, il y a un clair désintéressement des jeunes au niveau de Xamax, même au niveau de mes copains. Je le remarque avec les gens avec qui j'allais le plus au stade. Maintenant, des fois, ils viennent de moins en moins parce qu'ils ont d'autres choses et tout. Ils mettent plus Xamax en priorité. Moi, c'est ce que j'essaie quand même de faire parce que c'est le club que j'apprécie. Puis, j'apprécie vraiment beaucoup le football. Donc, c'est d'avoir quand même une priorité, d'essayer d'aller au max de matchs possible. Mais effectivement, Xamax, c'est pas une priorité. Tandis que quand on a connu quand vous avez connu les grandes époques, je pense que il n'y avait pas 1000 questions de qu'est-ce qu'on faisait le vendredi ou le samedi. On va voir Xamax, quoi. On va pas perdre de Ouais, temps et alors, puis on va. le vendredi, on n'était jamais au stade Ouais, voilà, le vendredi, pas le vendredi, parce mais que cette hérésie, enfin, on c'est ça, parle, ouais, ouais. Varane pourra me confirmer, mais on n'a jamais vu du football de Helena à l'époque le vendredi. Non, Ça tout à fait. jouait le samedi ou le dimanche, C'est jamais le ça. vendredi. Mais les gens avaient beaucoup plus la motivation d'aller au stade et se posaient pas de questions quant au fait d'aller voir Neuchâtel Xamax. Donc voilà moi ce que j'observe sur le club actuellement. Et effectivement, je suis totalement d'accord avec ce que nous dit notre abonné, qui nous dit qu'il y a un clair manque de désintéressement de sa part. Et moi, je peux que compatir, quoi. Voilà. Oui, et on peut que compatir et puis voilà, on espère, du changement. Voilà, peu importe la manière dont le changement arrive, ça peut être un changement d'attitude, ça peut être d'autres types de changements, mais on souhaite vraiment, du changement, pour le club. Voilà, c'était une conclusion un petit peu longue. On aurait pu l'intégrer dans une rubrique complètement à part, mais voilà, j'ai fait finalement le choix d'en parler comme ça, à la fin. Comme d'habitude, des remerciements à vous, chers auditeurs, pour votre écoute, chaque semaine, votre soutien sur les réseaux en participant à nos petites, stories ou autres. Et puis on se retrouve, la semaine prochaine, mais ça sera déjà cette semaine, la fin de cette semaine pour un nouvel épisode de Xamcast. Merci à vous, chers animateurs, et puis, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée, bye bye.